Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une émission où on va faire un petit peu un bilan de l'adoption crypto. Ça tombe bien parce qu'on est quasiment à la fin de la saison 3 de Parlons Crypto. Et la gimmick de Parlons Crypto, vous le savez, c'est d'expliquer comment et pourquoi les technologies de la blockchain et crypto vont progressivement s'incorporer dans votre quotidien. Donc ça fait sens de parler un petit peu d'adoption et ça tombe au bon moment. Ça tombe au moment de la deuxième édition de l'étude de l'ADAN qui est portée par KPMG et Ipsos. Ipsos, une étude qui avait fait pas mal de bruit l'an dernier, en révélant notamment que 8% des Français détenaient des cryptos en nom propre. C'était plus que les actions en bourse. Alors, après une année 2022 qui a été beaucoup plus compliquée sur le marché, on va le dire comme ça pour rester poli, on attendait un petit peu l'update et la mise à jour. Et donc, pour parler de ça, on a deux des protagonistes de l'étude, Hugo Bordet de la DAN et Stanislas Barthélémy de KPMG. Bonjour messieurs, merci d'être là. Bonjour Bonjour Thibaut. Thibaut. Alors, on commence peut-être un petit tour de table, rappeler qui vous êtes, ce que vous faites. Je vous laisse qui commence, Laurel, D'accord, Hardy. Stanislas. C'est très gentil. Donc, pour ma part, Stanislas Barthélémy, je travaille depuis 5 ans dans le secteur crypto, d'abord chez Blockchain Partner, donc, qui était une boîte de conseil qui était dédiée 100% crypto, et maintenant chez KPMG, puisque KPMG a acquis Blockchain Partner, et on est par ailleurs historiquement membre de l'ADAN et même de l'association avant qui s'appelait la chaîne Tech, donc avec les pieds dans l'écosystème. Et donc moi, je suis Hugo Bordet, responsable des affaires réglementaires à l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, depuis bientôt 2 ans et demi. L'ADAN qui est donc une association professionnelle qui fédère les acteurs de l'industrie crypto, blockchain en France. On fédère actuellement plus de 200 entreprises membres qui représentent une grande palette d'activités comme les prestataires de services sur actifs numériques, les outils d'analyse transactionnelle, les acteurs de la finance décentralisée ou des NFT, etc. On a déjà reçu Faustine et Ambroise, je crois, Mélodie, sur, oui. euh, sur différents sujets. Premier sujet déjà, donc j'ai parlé en préambule de ces fameux 8% qui avaient fait beaucoup de bruit l'an dernier. Donc on l'a dit, 2022, une année beaucoup plus compliquée, l'affaire FTX, Luna, un Bitcoin qui a perdu un petit peu de couleur, un traitement médiatique plus compliqué. Quelles conséquences du coup sur l'adoption? L'update, c'est quoi? Ces 8% sont devenus quoi? Je vais le dire sans embâche, les 8% sont devenus 9,4, en dépit de ce contexte-là qu'on peut dire ambivalent. Tu l'as rappelé, il y a des problèmes qui ont attrait à la crypto, des intermédiaires frauduleux qui ont fait faillite, donc forcément un peu de peur, traitement médiatique lié à même les amalgames sur les stablecoins avec Terra Luna. Et donc ce passage de 8 à 9,4, il est assez probant. On pourra, lors de l'émission, évoquer d'autres chiffres qui montrent que ce n'est pas que les crypto-monnaies qui progressent, c'est aussi les NFT, un peu de stablecoin et des usages. Mais c'est assez rassurant pour l'industrie, c'est de se dire, en dépit de mauvaises années, puisque quand on regarde le moment où on avait eu les 8%, les statistiques d'Ipsos, donc je rappelle sur un échantillon de 2000 personnes, c'était en décembre 2021, c'est-à-dire au top des valorisations, Ouais. quand la market cap du secteur crypto était à 3000 milliards. Aujourd'hui, on est à, j'allais dire 3 fois moins, mais on est à 60% entre guillemets de chute, et une progression qui a augmenté, mais on l'a vu dans l'étude et on le détaillera, c'est des sociologies aussi un peu différentes. C'est-à-dire c'est plus les mêmes personnes qui investissent, donc ça c'est mouvant, et plus même sur les mêmes narratives par exemple. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, nous qu'on dit souvent quand on explique et quand on fait de la vulgarisation, c'est que le chiffre, alors on ne peut pas prédire comment les cours vont évoluer, mais par contre, le chiffre qui évolue constamment à la hausse, en fait, c'est l'adoption et quoi qu'il se passe, on a quand même une adoption, alors qui va être plus ou moins rapide en fonction des périodes, mais ce chiffre continue toujours. Et justement, il y a une autre adoption qui a fait un bond, sans trop de surprise, c'est le côté NFT. D'ailleurs, je m'attendais même un petit peu plus, moi, quand j'ai vu les chiffres de l'étude, parce qu'on a vu beaucoup de grands groupes qui s'y sont mis, qui ont permis aussi à des gens qui n'étaient pas forcément sur le sujet de s'y mettre. C'est quoi, du coup, les chiffres adoption côté NFT? En termes de connaissances, et après ça se traduit, ça se cristallise en adoption, en termes de connaissances, on passe de 15 à 39% de l'échantillon total, qui indique connaître ce que sont les NFT ou d'en avoir entendu parler. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que un des vecteurs d'éducation, c'est notamment les entreprises. C'est-à-dire quand les grands groupes font des projets de NFT, il y a des formations, il y a un peu une mise en lumière de ces sujets-là, c'est un vecteur d'adoption, enfin de Il y a connaissance, un petit pardon. peu une démystification aussi du sujet, hein. Et totalement. J'ai envie de dire que c'est même un peu plus grand public le NFT. Ouais. Si je dois m'avancer sur une analyse assez simple, c'est que c'est un côté un peu visuel, on comprend, c'est les cartes Pokémon, cartes Panini qu'on a numérisées, contrairement à la crypto-monnaie qui demande peut-être un peu plus de
de questionnement sur pourquoi j'irais sur cette classe d'actifs par rapport à d'autres. Et en termes d'adoption, donc ce 15 à 39 connaissances, l'adoption, on passe de 2 à 4. Et on a même quantifié qu'il y avait 1% d'anciens détenteurs. Donc le nombre de Français qui ont eu au moins une fois un NFT, c'est 5%. 11% d'intentionnistes, c'est-à-dire qu'il y a 11% des Français qui se déclarent intéressés par les NFT. Et ce qui est intéressant par rapport à l'année dernière dans cette étude, c'est quand on leur demande quel type de NFT, entre guillemets, sont porteurs ou vous intéressent. En premier lieu, pour les détenteurs, sont les PFP, Profile Picture, Bored Ape Yacht Club, etc. Et Copycat, tous n'ont pas la même valorisation. Et le deuxième, c'est c'est les NFT de fidélité, donc des marques. Ouais. Chez les intentionnistes, d'abord l'art, c'est avant tout le premier traitement médiatique historique des NFT, c'est l'art. Deuxième chose, encore les marques. Donc après, c'est pas encore massif, parce que quand une marque fait des NFT, c'est quelques centaines ou quelques milliers, donc on n'est pas encore sur un phénomène de masse. Mais les gens comprennent qu'il y a un lien avec les marques qui changent, et donc un support numérique technologique qui peut être le NFT pour ça. Et puis il y a une vraie évolution aussi en termes d'outillage et d'expérience utilisateur, où on voit aussi des changements qui sont en train de se faire, où il y a un moment donné, pour acquérir des NFT, il fallait savoir ce qu'était un NFT. Aujourd'hui, on arrive presque, on n'y est pas encore, mais à la transition où il n'y a même plus forcément besoin de comprendre ce que c'est pour en acquérir. Donc je pense que ça va être aussi une des bascules de l'adoption. Totalement, et d'ailleurs l'étude, ça entre guillemets un peu caduque à ce moment-là, mais je pense que ça ne va pas encore arriver, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui on présente encore les choses avec une sorte de jargonnage technique, le NFT qui n'est qu'un support technologique, on peut l'utiliser dans différentes industries, différentes verticales. Aujourd'hui c'est la sociologie des détenteurs de crypto, c'est encore un public jeune, technophile. Je pense que demain, beaucoup de l'adoption passera par des gens qui n'auront pas conscience qu'il y a un NFT sous-jacent. Ce sera une infrastructure utilisée parce que ça permet de rendre son objet numérique cessible, on peut le vendre, le collatéraliser, etc. Et là, l'étude aura peut-être moins d'intérêt sur cette partie adoption, parce que nombre de personnes n'auront pas conscience qu'ils ont des NFT. On n'y est pas encore. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Une des nouveautés de l'étude aussi que je trouve intéressant, parce qu'on parle de l'adoption en France, mais c'est bien de la remettre aussi en perspective par rapport aux autres pays, et notamment à nos voisins. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles on a quand même un petit décalage. Alors c'est assez léger, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, Hugo? Bien sûr, tout à fait. Je vais revenir un petit peu sur le contexte aussi pour pour expliquer la raison pour laquelle on est parti sur un volet européen. On a évoqué le fait que cette année 2022 avait été une année assez particulière, avec des problématiques endogènes et exogènes, aussi un contexte politique, économique qui n'était pas un terreau fertile pour la croissance dans le monde économique de manière générale. Mais on constate que c'est une année quand même à deux visages pour notre secteur crypto, puisque cette année 2022 marque la mise en place des premières réglementations au niveau européen qui s'appliquent au secteur des cryptoactifs, et donc qui auront vocation à placer l'Europe en tant que leader en matière de structuration de ce secteur par rapport aux autres territoires du monde. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a aussi voulu mandater les équipes crypto et blockchain de KPMG pour comprendre un petit peu le volet d'adoption au-delà des frontières européennes, françaises, sachant que le marché crypto va devenir toujours plus global et s'européaniser avec un système de passporting pour nos acteurs, et donc pour les citoyens français d'accès à des acteurs qui se situeront dans des frontières qui dépasseront la France. Et donc dans ce contexte-là, on a choisi de sélectionner un échantillon de 4 pays, que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France, et j'en oublie et les Pays-Bas, pardonne-moi, pour comprendre un petit peu le niveau d'adoption des crypto-monnaies, des NFT et des stablecoins au niveau européen, et en faire une comparaison avec le niveau français. Donc sur le volet de l'adoption, on constate que, effectivement, comme ça a été évoqué par Stanislas, au niveau français, il y a eu une hausse de plus de 18% de l'adoption par rapport à l'étude de l'année dernière, mais on constate qu'il y a toujours une marge de progression par rapport à nos voisins européens, puisque par exemple aux Pays-Bas, le taux d'adoption des cryptoactifs est de 14%. Il est de 12% pour le Royaume-Uni et l'Allemagne, et de 11% pour l'Italie, comparativement à la France où c'est près d'un Français sur 10 avec ce chiffre des 9,4%. Donc ça nous encourage à continuer à faire de la pédagogie sur ces sujets pour faire en sorte de rattraper ce petit retard qu'on va avoir sur le volet adoption, nonobstant le fait que sur ce volet structuration de l'industrie, la France est réellement positionnée comme un leader par rapport à ses voisins européens. On constate que les plus grandes entreprises du monde, à l'instar de Binance ou de Circle, sont venues en France pour mettre en place leur siège européen. Donc c'est un signal extrêmement positif.
Sur le volet de la connaissance des cryptoactifs, on constate que les chiffres entre la France et ses voisins européens, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Angleterre, sont plus ou moins similaires. Ils tournent aux alentours de 85%, entre 80 et 88% pour être plus précis, concernant les crypto-monnaies. Mais si on se concentre sur ces nouveaux cas d'usage qu'on appréhende aussi dans l'étude, que sont les stablecoins et surtout les NFT qui ont connu cette croissance exponentielle de 2 à 4% par rapport à notre étude de l'année dernière, on constate qu'il y a quand même une certaine différence de connaissances par rapport à nos voisins européens. Si je prends l'exemple des NFT, ça a été évoqué par Stanislas, on est à 39% de connaissance des NFT au niveau français, alors que chez les autres pays, l'échantillon de pays qu'on a sélectionné au niveau européen, les chiffres se situent davantage autour des 50%, allant jusqu'à 51% au niveau du Royaume-Uni. Et concernant les stablecoins, c'est à peu près similaire. La France a un léger retard par rapport à ses voisins européens où la connaissance est davantage autour d'un quart. Si je prends pareillement une autre métrique qui pourrait nous intéresser, c'est sur le montant investi par rapport à l'épargne que détiennent les investisseurs. On constate que les Français investissent à peu près 11% de leur épargne dans les cryptoactifs, alors qu'il y a des pays où ces montants sont vraiment plus importants. Je pense par exemple à l'Allemagne où ça monte jusqu'à 25%, donc c'est assez impressionnant, ou au Royaume-Uni où c'est aussi 17%. Donc un retard de 6 points de la France par rapport à ce pays, par exemple. Moi, ça m'avait assez surpris parce que justement, comme tu l'as dit, la France est assez proactive, notamment sur tous les sujets réglementaires. On porte la voix beaucoup de l'Europe sur ces sujets. On a aussi beaucoup des géants crypto qui sont en France. On a Ledger, Sandbox, Aurore qui sont sur le territoire. On a aussi beaucoup de médias spécialisés. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Beaucoup de créateurs de contenu. Je m'attendais à ce qu'on soit un petit peu meilleur ou en tout cas beaucoup plus proche sur certains sujets. C'est une grille d'analyse. Après, ça dépend beaucoup du rapport des Français à l'investissement et des autres pays européens qu'on a cités. Quand je dis européens, au sens de continent, puisque le Royaume-Uni n'y est plus. On va dire très, très facilement, en France, on est plus porté vers le livret A et l'immobilier. Et quand on regarde structurellement la classe d'actifs des actions, on est en retard par rapport à ces pays-là. Après, je nuance parce que je m'attendais à avoir une sorte de dialectique on va dire pays catholiques et pays protestants, où les catholiques sont moins portés vers les actions et au contraire les pays protestants plus portés sur l'investissement, etc. Et en fait, c'est un peu démenti quand on regarde les stats, par exemple, sur l'Italie. On voit qu'il y a plusieurs grilles d'analyse qui s'entremêlent et qu'en Italie, il y a plein d'anciens détenteurs, 10% d'anciens détenteurs, alors qu'en France, on n'est qu'à 3%. Ce qui est quand même dingue, et on voit qu'en Italie, pour différentes raisons, ça peut être la défiance par rapport aux autorités centrales, sur des géographies nord ou sud, où c'est beaucoup plus éclaté. Nous, on comprend un peu moins ça, de pays entre guillemets jacobins. Donc c'est pas si étonnant que ça. Okay. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que sur la population française, les détenteurs de crypto sont eux-mêmes massivement détenteurs d'actions. Ok. Et en parallèle, j'ajoute une dernière donnée, c'est que quand on regarde justement les différentes statistiques sur les détenteurs d'actions depuis quelques années en France, ça se rajeunit aussi. Donc on a vraiment une population jeune qui tend à être un peu plus CSP+, que l'année dernière par ailleurs, de se porter vers des classes d'actifs que sont autant les crypto-actifs que les actions. Et ça se matérialise dans les intermédiaires quand on voit un Revolut et un Lydia arriver en 3e et 4e position. Ouais, c'est juste. Mais ça fait une bonne transition parce que justement, il y a aussi tout un pan de l'étude qui est sur la partie, entre guillemets, comportementale. C'est quoi la typologie? Et du coup, c'est quoi la typologie aujourd'hui d'un investisseur crypto en France? Typiquement, il ressemble à quoi? Tu as dit que ça avait un petit peu évolué par rapport à l'année dernière. Exactement, c'est le volet un peu intéressant, c'est que tout d'abord, quand on regarde dans le débat public et un peu politique, il y a un peu cette image d'Épinal l'investisseur en crypto est jeune, ça c'est vrai, et il fait un peu n'importe quoi de son argent, c'est-à-dire qu'il va sur la crypto numéro 5032 et il perd de l'argent. C'est un peu facile. Quand on regarde, encore une fois, avec Ipsos, méthodologie sondagière scientifique, sur l'échantillon de 2000, qu'on demande aux détenteurs comment ils consomment la crypto, on remarque plusieurs choses. Un, c'est environ, on va dire en moyenne, ça reste des moyennes, mais 5 000 €, donc 11% de l'épargne, comme le disait Hugo. C'est 1 à 2 pour les détenteurs crypto, 88% des détenteurs crypto, c'est moins de 1 à 2 opérations par mois au sens d'achat-vente. Ouais, ça, on va y revenir parce que ça, je trouve que cette donnée-là, elle est hyper intéressante. Oui, ce qui me fait dire, alors peut-être que je me fais un peu plaisir dans l'histoire, mais qu'on est dans une dynamique plus de thésaurisation que de trading. Quand on demande aux détenteurs crypto, si vous faites plus de 10 opérations par mois,
en fait, c'est quasiment 1% de Et l'échantillon. la réalité, c'est que tu vois, moi, typiquement, nous, sur la plateforme, sur Meilleur, on a un peu plus de 100 000 utilisateurs et ce chiffre-là, il colle à ce que j'ai aussi. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, on est loin de l'extrême spéculation qui est vendue parfois dans les médias. C'est ça, on présente vraiment la chose sous des jeunes qui font du trading à outrance. Mm. Après, ça veut dire qu'il y a un jugement sur le trading. Moi, je ne me permets pas ce jugement. Mais 1% des détenteurs font plus de 10 opérations par mois. Donc, ce qui montre que sur la moyenne, sur la grande masse, on est vraiment sur quelque chose que je juge. C'est subjectif mais raisonnable. Et quand on regarde les actifs qui intéressent cette population-là, c'est plus que l'année dernière d'ailleurs du Bitcoin et les plus grosses capitalisations. Phénomène assez logique quand on est en bear market, on revient fait, marché ouais, c'est ce que baissier, j'allais on dire. revient aux fondamentaux, donc on se déleste un peu des cryptos plus petites qui d'ailleurs perdent un peu plus de valeur relativement au Bitcoin, même si le Bitcoin perd. Et cette sociologie d'ailleurs, elle est intéressante dans la mesure où le détenteur actuel, début 2023, il est beaucoup plus CSP+ que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on expliquait assez facilement peut-être que la majeure partie des détenteurs, c'était des jeunes, donc c'était des gens qui étaient, entre guillemets, des revenus, avec des revenus modestes. Et cette année, c'est encore plus jeune, mais c'est principalement du CSP+. La part des plus de 60 000 en termes de revenus chez les détenteurs est passée de 3 à 24%, ce qui est assez conséquent. Et c'est une mécanique qui fait que les gens un peu plus modestes, courant 2022, sont certainement sortis du marché. Ils avaient investi de petits montants, mais la volatilité fait qu'ils s'en vont. On le retrouve chez les anciens détenteurs, alors que les détenteurs actifs sont très très motivés. Il y a peut-être aussi une culture d'investissement, de se dire en fait les cryptos ont baissé. Alors il y en a certains qui sont pas forcément habitués à l'investissement, qui vont le voir comme une perte. Et puis il y a tous ceux qui n'étaient pas entrés qui vont se dire c'est peut-être une opportunité de racheter et qui ont. Oui, dans un contexte d'inflation, ce qui fait que les revenus plus modestes n'ont peut-être plus cet argent à investir, premièrement. Et deuxièmement, oui, au contraire, quand on a l'inflation qui vient rogner son épargne, on a envie d'aller chercher des classes d'actifs, Ouais. entre guillemets, à haut potentiel. Ça peut être une explication, et ça, je suis en phase avec toi. Et il y avait un chiffre qui m'avait assez marqué, c'était sur le montant investi, entre 20 et 25 milliards investis dans les cryptos, ce qui est plutôt beaucoup et impressionnant quand on voit par rapport au taux d'adoption. Mm. C'est un chiffre intéressant aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'entre guillemets, quand on fait les statistiques, si on a près d'un Français sur 10 de plus de 18 ans qui détient des cryptoactifs, et quand on l'a demandé en fonction des boards, on n'a pas demandé le montant exact de ce que les gens ont investi. Donc j'ai pris, on va dire, une hypothèse basse, une hypothèse haute, ce qui fait qu'en moyenne, encore une fois, c'est des moyennes, parce qu'il y a des gens Oui, qui ont tout à fait, bien sûr, beaucoup, mais ça donne et une pas tendance, beaucoup, hein. mais ça donne entre 5 et un ticket moyen de 5 à 6 000 euros, ce qui fait qu'on aboutit en multipliant, donc on voit qu'il y a plusieurs hypothèses, mais en termes d'ordre de grandeur, on y est, 20 à 25 milliards qui ont été investis, ce qui ne veut pas dire que les Français aujourd'hui ont 20 ou 25 milliards, entre guillemets, en valeur cumulée dans leur portefeuille, parce que c'était au moment de l'investissement. Et donc on voit qu'en termes d'ancienneté d'acquisition, il y a par exemple la moitié des détenteurs qui provient d'avant le crack Covid, et puis après des détenteurs qui sont arrivés en 2021-2022, donc plutôt dans une dynamique baissière. On ne sait pas ce que ces personnes-là ont investi, mais en tout cas, il n'y a pas une tôle massive, si je puis dire, à partir de ces 20-25 milliards quand on regarde l'ancienneté d'acquisition. Dernière chose intéressante à noter, c'est quand même, il faut bien différencier de 2022 et 2023, c'est qu'on a fait l'étude en posant des questions à l'échantillon de la mi-février jusqu'à fin février. Donc on a les données sur janvier et début février, qui coïncident en partie avec un léger Avec le rebond, on va rebond, dire, ouais, sur le marché c'est vrai, crypto. c'est juste. Environ 30-40% si on regarde CoinGecko, CoinMarketCap, etc. Et on voit qu'il y a une accélération de l'adhésion et de l'adoption, si je puis dire, ce qui fait qu'il y a un peu plus de 100 000 Français qui sont des nouveaux détenteurs depuis le début 2023. Ouais, c'est vrai Ce qui coïncide avec 2020-2021, quand il y a une accélération des prix, en fait, il y a des gens qui rentrent sur le marché, ce qui est plutôt cohérent. Oui, puis Ouais. même au-delà de coïncider sur la tendance par rapport à la dernière édition de l'étude, je pense que la dernière édition qui révélait que 8% des Français détenaient des cryptos, le message principal qu'on mettait en avant, c'était que les cryptos ne pouvaient plus être assimilés à un marché de niche Tout à fait, ouais. et qu'il fallait le considérer comme un vrai secteur à part, structuré et sérieux. Ce nouveau chiffre des 9,4% qui met justement en lumière le fait qu'il y a beaucoup d'anciens détenteurs qui ont conservé leurs cryptoactifs malgré le crash assez important et la haute volatilité qu'on a pu avoir sur les 12 derniers mois et un peu plus, ça démontre que les investisseurs crypto ont vocation à durer dans le temps Ouais, c'est et une à confirmation. conserver leurs cryptos sur le long terme. Donc Ouais, c'est tout à fait. un signal extrêmement positif Ouais, aussi. c'est une belle confirmation. Et justement, tu as dit, tu as parlé conservation.
Ça, par contre, moi, ça m'a plu ce chiffre au niveau de la conservation, où justement, même par rapport à nos voisins européens, on a plus d'un tiers des Français qui conservent sur du cold wallet, donc ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'on a des acteurs comme Ledger sur le territoire. Mais en termes de bonnes pratiques, c'est aussi un message intéressant, ça. Oui, il faut le replacer dans 2022. Pourquoi? En fait, pour repartir, c'est que l'année dernière, on a demandé aux gens comment ils conservaient. Donc, trois réponses simples. Soit je passe 100% par un intermédiaire, soit je passe 100% par une solution d'autoconservation, Ledger, MetaMask, Argent, enfin à peu près tous les wallets, ou les deux. Et on s'attendait, au fur et à mesure que l'adoption progresse, à se dire que les personnes concernées vont de plus en plus passer par un intermédiaire centralisé. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, être en autoconservation, ce qui est presque l'essence même de la crypto, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Tout Quand à fait, son ça, on est hygiène d'accord. informatique, c'est son compte Gmail, Azerty 1, 2, 3, 4, ce qui m'arrive sur certains comptes, pas Ah Gmail, ouais. mais donc on voit que même pour des technophiles, entre guillemets, c'est à relativiser. C'est quand même dangereux de protéger soi-même son argent. Il y a une forte responsabilité. On s'imaginait que ce chiffre-là, cette data allait monter, c'est-à-dire qu'on allait de plus en plus passer par les intermédiaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, il y a un peu plus d'autoconservation que l'année dernière, mais parce qu'on a des acteurs défaillants. C'est-à-dire qu'il faut Oui, se rappeler de FTX et même de pas mal d'autres acteurs qu'on peut juger solides. Il y avait des doutes sur est-ce que mon argent, quand je les place sur ces acteurs-là, est-ce que mon argent, il va partir en fumée? Et Oui, donc, il y a tout peut-être à une fait. pression sur cette population, encore une fois technophile, de se dire, bon, peut-être qu'acheter un ledger en période de turbulence pour être soi-même en conservation était une solution. Ça se manifeste par les propos de Pascal Gauthier, CEO de Ledger, qui expliquait qu'il a fait des records de vente Tout à fait. Q3 et Q4 2022. Donc pareil, on le retrouve dans les données. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'objectiver un peu des ressentis additionnés qu'on avait de différents acteurs, que ce soit la conservation, les sexes, et d'armer entre guillemets l'écosystème. C'est utile pour Meria, c'est utile pour tout le monde, de voir que l'adoption progresse, de voir qu'il y a une dynamique avec MiCA, la réglementation européenne qui arrive. Donc il y a une sauce qui prend, de montrer qu'il y a de l'adoption. Et cette adoption-là, ça devient... Alors on n'y est pas encore sur un phénomène ultra massif, mais ce qui fait que le politique s'y intéresse. Pourquoi, quand on a un sur 10 en pleine, on va dire, crise démocratique, 1 sur 10 citoyens plutôt jeunes qui touchés par la crypto, peut-être qu'il y a un sujet à adresser. Ouais, mais je suis assez convaincu. Et du coup, bah, justement, il y a 1 sur 10 qui en détient. On a un taux de personnes qui souhaitent en détenir qui est aussi intéressant et en croissance. Dans ceux qui ne veulent pas en acquérir, alors on a plusieurs catégories. On a ceux qui n'en ont pas entendu parler, donc c'est logique. Et dans ceux qui en ont entendu parler, il y a ceux qui ne veulent pas par conviction, ceux qui ne veulent pas pour d'autres raisons. C'est quoi les grandes tendances qui fait qu'il y a encore des réfractaires? La première réponse chez ces personnes qu'on dit réticents dans l'étude, c'est dire ça ne m'intéresse pas. En deuxième lieu, de dire ce sont des actifs trop risqués, au sens de la volatilité qui peut effrayer, ça c'est tout à fait Tout à fait, bien sûr. compréhensible. 3, c'est je n'ai pas d'épargne à investir. Donc ce sont des gens qui n'investissent, ces réticents d'ailleurs n'investissent pas beaucoup, et même investissent moins que le français moyen dans les actions. Donc il y a aussi une réticence à l'investissement, De manière générale. croisée à une réticence peut-être pour ces supports numériques. C'est vrai que quand on n'est pas acculturé, ça peut faire peur, ça je le comprends. Et la quatrième est liée à ce que je viens de dire, c'est je ne comprends pas le fonctionnement. Et donc je trouve ça plutôt sain de ne pas investir dans une classe d'actifs qu'on ne comprend pas. Donc c'est très lié à la volatilité, à la peur de l'investissement et à la non-compréhension de tout ça. Et sur les intentionnistes, c'est 26% des Français. Alors ça a légèrement reculé par rapport à l'année dernière, on passe de 30 à 26, mais j'ai quantifié ça aussi sur la classe d'actifs des actions, étude de l'Observatoire de l'épargne de l'AMF, où on baisse de 3-4%, comme pour les cryptos. Pareil, Ok. quand on sort d'une année 2022 où on a été un peu essoré, on a peut-être moins envie d'y aller, C'est un paradoxalement. petit peu plus protecteur, ouais. Exactement, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ce qui fait qu'il y a quand même plus d'un quart des Français qui sont intéressés dans un futur proche. Donc on ne le quantifie pas vraiment. Et aussi, dans le détail de 2023, il y a à peu près 2-3% de Français qui se sont dit certainement en 2023, j'achèterai des cryptos. Mais bon, on avait dit pareil en 2021, on avait dit on serait à 12-13, finalement on n'a pas progressé autant. Bah, de Donc, toute manière, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Exactement. Évidemment. Donc à voir si on a une année de stagnation ou de valorisation un peu plus sur les prix. Sur la 3e édition, j'espère qu'on continuera ce travail avec l'ADAN. Donc je remercie l'ADAN, Hugo, Faustine, Mélodie, Jules, toute l'équipe et même les sponsors de l'étude qui nous permettent de faire ce travail, de voir dans la 3e édition, de confirmer ou d'infirmer ce qu'on dit. C'est un peu le jeu et ce qui est un peu marrant de se perdre en Paris quelque part. Non, mais c'est important. Et puis d'ailleurs, moi je trouve que la restitution est
est un bon exemple de montrer que ça touche quand même, parce que quand c'est le ministre du numérique qui vient présenter la restitution, ça montre qu'il y a quand même un intérêt et que le pari, il est réussi en fait, qui est de dire, regardez les chiffres, maintenant il faut s'y intéresser. Ça montre que politiquement, on s'y intéresse aussi, hein. Non, tout à fait. La venue du ministre montre effectivement l'intérêt du gouvernement pour le secteur crypto, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas une Non, c'est pas nouveauté. nouveau, on est d'accord. Vraiment, Jean-Noël Barrot est venu et son prédécesseur Cédrico était aussi venu à plusieurs rencontres crypto qui fédéraient l'industrie et la mettaient à l'honneur. Mm. Donc c'est un soutien très important pour la réussite du secteur français, mais aussi au niveau européen. On constate qu'il y a beaucoup de décideurs politiques qui poussent les sujets crypto et qu'il y a vraiment une évolution des modes de pensée sur ces sujets, ils prennent conscience qu'il y a énormément de sujets de souveraineté numérique, de compétitivité pour l'emploi et pour vraiment notre développement dans le secteur du numérique qui sous-tendent tous ces sujets. Donc c'est extrêmement important. Et juste pour revenir un petit peu sur ces sujets des réticents, je pense aussi, c'est extrêmement intéressant ce qui a été dit, mais je pense aussi que ça nous rappelle à tous, membres de l'industrie, donc que ce soit l'ADAN en tant qu'association représentant du secteur, des cabinets de conseil qui accompagnent des grandes entreprises du CAC 40 comme KPMG France ou des PSAN plus que reconnus comme Meria, ça nous rappelle notre devoir commun de continuer à faire de la pédagogie sur les sujets crypto, à déconstruire certaines idées préconçues qui peuvent encore exister Ouais, tout à et fait. qui ont pu parfois être nourries au cours de cette année et parfois finalement à juste titre parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par certains acteurs frauduleux et qui par moment, si on n'est pas un expert du sujet, on peut arriver facilement à faire des généralités malheureusement. Et donc ça doit nous encourager, je pense, à continuer à aller vers un droit chemin d'éducation pour faciliter et faire en sorte que ces 26% de personnes intéressées à détenir des cryptoactifs soient les détenteurs de demain et puissent rejoindre les 1 Français sur 10 par la suite. Je suis assez d'accord, ça aurait presque pu être la conclusion. Presque, il nous reste un peu de temps. Pour poursuivre un peu le raisonnement, c'est qu'il ne faut pas non plus réduire les cryptoactifs juste à l'investissement. Oui, c'est voilà. Et c'est ça que démontre alors la partie quali, et puis après quanti, et puis après il y a une partie quali, c'est de dire justement aux décideurs publics, politiques, ce n'est pas que de l'investissement, c'est aussi le quotidien des Français, ce qui change des autres classes d'actifs où on la détient un peu passivement. Là, on l'a vu quand on parlait des NFT, c'est que c'est autant de la fidélité client, donc plutôt sur le côté marketing, que du jeu vidéo, que de l'art. Donc on voit que c'est pénétrant et c'est le quotidien. Et ça, on le voit parce qu'on a fait aussi, on va dire, l'exercice cette année d'essayer de prendre une dizaine de secteurs, une dizaine de verticales et de démontrer tous les cas d'usage qu'il peut avoir. Et c'est ce que le ministre a pointé, c'est que, OK, on a commencé par la finance, service sur les cryptoactifs, mais après, en finance, il y a des sujets de tokenisation des actifs financiers, de bénéficier quand même à plein de l'infrastructure crypto, cessibilité, liquidité, inclusivité, et d'aller sur des secteurs, y compris luxe évidemment, puisque ça s'accommode très bien de la rareté qu'on peut créer à partir des NFT, paiement évidemment, on ne l'a pas ressenti encore dans l'étude sur l'adoption, parce que les stablecoins, c'est encore lié, éviter les événements de taxation, c'est fini avec Mika, et aussi de se protéger de la volatilité, mais demain, crypto-euro, c'est du paiement du quotidien, et même d'aller jusque l'énergie. Et donc là, par exemple, il y a Youssef de Cesters qui a expliqué à quel point on peut réconcilier des sujets d'énergie avec des sujets d'industrie, surtout dans un contexte où l'énergie coûte de plus en plus cher. Ouais, mais c'était la transition que je voulais faire, où le volet industrie qui est nouveau à cette étude et qui, je trouve, est très précieux pour aller plus loin et pour montrer que, comme tu l'as dit, les cryptos, c'est pas que de l'investissement, qu'il y a tout un pan. Il y a aussi une transition qui est en train de se faire dans différents secteurs d'activité. Alors, il y en a certains qui sont naturellement plus en avance que d'autres, mais on en a aussi beaucoup qui sont émergents. J'ai trouvé ça hyper malin de montrer tous ces use cases un petit peu, parce que c'est aussi ce qui a manqué pendant longtemps, hein, pour faire la vulgarisation et la pédagogie. C'est que quand on nous demandait d'expliquer un petit peu ce que c'était, jusqu'à il y a peu de temps, c'était encore assez compliqué d'avoir des exemples concrets pour matérialiser ce qu'était la blockchain et ce qu'étaient les cryptos. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir une palette de use cases qui parle très bien à n'importe quel secteur d'activité. Oui, totalement. C'est L'Oréal qui fait des NFT, c'est France Gallo et PMU qui lancent Stables, Apple Pay qui Lacoste. s'associe à Circle. Exactement. plein. Et donc c'est bien de montrer, de ne pas réduire juste à c'est l'investissement, ce qui peut faire peur à certains décideurs. Mais l'objectif, c'était de démontrer que les cryptos ruissellent dans l'ensemble des industries traditionnelles et non traditionnelles finalement, et que tout le monde, les acteurs d'aujourd'hui, de demain et les acteurs traditionnels déjà implantés depuis de nombreuses années, doit saisir les opportunités offertes par les cryptoactifs, les technologies blockchain, plus généralement le web décentralisé. Ouais, je suis assez d'accord. Un petit mot pour finir. J'ai hâte de la 3e édition.
de voir si est-ce qu'on s'est trompé ou pas sur l'adoption, mais d'aller un peu plus loin, peut-être d'augmenter un peu la taille de l'échantillon, d'aller voir d'autres pays ou de questionner un peu plus ce qui intéresse les gens. Donc ça, c'est... Il y a des spéculations sur les prochaines industries qui vont peut-être prendre de la place en 2023, qu'on retrouvera. Donc là, on a eu 5 grandes, donc toute la partie financière, on avait le luxe qui était cité, l'art, tu avais quoi d'autre? Tu avais le divertissement, Exactement. Oui, il y avait l'immobilier aussi, par exemple. L'immobilier, c'est assez intéressant puisqu'il y a l'immobilier qui est énormément émergent. de... On a encore beaucoup de contraintes un petit peu Exactement. juridiques, mais ça va se Il y a, il débloquer. y a un terrain d'expérimentation qui se met en place avec le régime pilote où les acteurs traditionnels des titres financiers peuvent explorer ce sujet des security tokens sur 2 ans renouvelables, 3 ans renouvelables avec l'ESMA sur le sujet. Donc ça va potentiellement ouvrir beaucoup de possibilités. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de synergies qui vont continuer de se faire dans les prochaines années à venir. L'année prochaine, c'est aussi l'année du halving sur Bitcoin. Donc Ouais. on peut espérer que les chiffres vont suivre En cette théorie, l'étude tendance. devrait sortir avant le halving. Oui, mais peut-être que des gens qui vont essayer de pré-shot le halving Oui, c'est certain. et on pourra éventuellement avoir une augmentation par rapport à ça et ce serait potentiellement être intéressant de faire un petit paragraphe dessus dans l'étude à envisager. On ne s'est pas encore posé sur le plan pour l'année prochaine. Top. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette invitation et on pourra se retrouver l'année prochaine pour la prochaine édition de l'étude, je l'espère. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Parlons Crypto. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.